J'ai passé mon enfance à Cotonou, dans cette rue de Bégamé, où, où j'ai vécu avec mon père. Et après lui, à l'occasion d'un accident de circulation en 89, euh, il a disparu. J'ai poursuivi. L'un de ses amis m'a recueilli. Donc je suis un enfant de tout le monde. Et après, j'ai fait le collège au pied, moi. Je suis l'un de ceux qui n'ont fait qu'une seule école, école primaire. À l'époque, on l'appelait école de base Bégamé Nord. Hein? Je n'ai fait que cette école-là, le groupe C. J'ai eu mon CEP, à l'époque c'est FEB ou c'est FANG, au CM1. Je suis passé de l'autre côté au collège au pied. Et tous les enfants sont brillants. La seule chose, c'est qu'ils révèlent leur intelligence. Et il y a des circonstances qui révèlent en chacun de nous son intelligence. Et donc moi, j'ai poursuivi au collège au pied. Je n'ai fait qu'un seul collège. Et puis après, à la suite des événements de 1990, j'ai pu aller au baccalauréat, série A. Et j'ai continué à l'université d'Abomey Calavi, anciennement Université nationale du Bénin, en faculté de droit. Et puis, tout le parcours estudiantin est celui que vous savez. Je suis un militant dans l'âme. Déjà depuis le primaire, j'ai toujours été responsable de classe et donc responsable d'amphi, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin en 94-95. Je ne suis pas resté longtemps à l'université. Je me suis très tôt engagé dans les études pour devenir avocat. J'ai obtenu mon CAPA juste après la maîtrise en droit en 97. J'ai prêté serment en 98. Voilà, la suite vous le savez. Et après, j'ai repris mes études universitaires avec le DEA, maintenant le master, et puis le doctorat. En 2007, en 2009, j'ai été agrégé. Au-delà, chaque enfant sait qu'un jour son parent va partir. Le moment importe peu, finalement. Les circonstances importent peu. Mais ce qui marque un enfant, c'est l'insatisfaction des besoins, les besoins les plus élémentaires. Et ce à quoi nous devrions prêter attention, c'est la satisfaction de ces besoins. Moi, j'ai souffert de ça. En 89, tout le pays était sous programme d'ajustement structurel. La fin des années 80, les licenciements, j'ai eu un père qui a été licencié. Et quand on est licencié, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas le minimum possible. Hein? Si vous avez des sœurs qui sont dans l'adolescence, elles trouvent rapidement mari, parce qu'on trouve mari dans ces conditions, non pas parce qu'on veut se marier, parce que l'on veut que quelqu'un satisfasse ses besoins. Et le garçon, lui, flirte, voilà. Heureusement, ça n'a pas été mon cas. Et comment avez-vous réussi à ne pas dévier, parce que là, toutes les conditions étaient réunies pour que vous alliez avec la déviance, mais vous n'y êtes pas allé? Je dis deux choses. Je crois que je m'en suis ouvert un peu sur votre chaîne il y a quelques mois. La première chose, c'est l'encouragement des parents, même s'ils sont dans le dénuement. Il faut que chacun sache là où son enfant excelle et qu'il l'encourage. Avec l'encouragement d'un père, avec l'encouragement d'un mère, un enfant hésite à dériver. La dérive, non. Et donc, il y a cet encouragement-là. Et puis, il y a cette foi en chaque enfant de devenir adulte par le modèle qu'il a. Moi, j'ai eu beaucoup de modèles, sans doute. J'ai souhaité devenir l'adulte par rapport à ces modèles-là. Je crois que nous sommes quasiment les mêmes. Nous avons les mêmes aspirations, nous avons les mêmes motivations. Il faut savoir les canaliser à un moment donné. Il faut savoir les faire révéler à un enfant. Et par la suite, il prend son envol. Donc, nul n'est un héros. Ce sont les circonstances qui nous font héros. Et donc, chacun a en lui-même les ressources pour que les circonstances, lorsqu'elles vont révéler ces ressources, on puisse s'épanouir convenablement.
peut-être bien c'est la chance que j'ai eue qu'il y a eu cette révélation de ce que je pouvais être et que je suis devenu. Et donc voilà. Je suis rempli d'espoir, hein. Je suis très enthousiaste, je suis très encouragé par les échos qui me parviennent, par les rencontres que j'effectue, par les sollicitudes des Cotonoises et des Cotonois, des habitants de nos compatriotes de la 16e circonscription. Je pense que la conscience est davantage élevée que pour éviter ce que nous craignons. Il faut maintenant envoyer des hommes et des femmes en capacité de résister à l'Assemblée nationale. Demain se jouera aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sont les législatives. Et de sorte que, voyez-vous, certaines personnes, même si on dit qu'elles font partie de l'élite, ne doivent pas se retenir de s'engager. L'engagement, c'est la meilleure contribution que l'on peut apporter à son pays. Et donc j'y suis et j'attends impatiemment que la campagne commence effectivement. L'on ne se proclame pas présent, on le devient par le choix des autres, par la sollicitation des autres, par le regard que les autres posent sur vous et portent à vous. L'on le devient par le service que l'on rend à la communauté, le service que vous rendez à vos camarades de classe, à vos camarades d'amphi, la spontanéité avec laquelle vous prenez le chiffon pour nettoyer, la spontanéité avec laquelle vous exprimez les intentions de vos camarades aux différents enseignants, la spontanéité et la générosité avec laquelle vous vous assurez du service que je peux appeler le service commun. Voilà. Ce sont les autres qui vous élèvent. Je pense que on ne va pas appliquer cela au cas par cas. Le service de l'autre est l'une de mes motivations. Le service de l'autre, le service de ma communauté, le service de ce qui fait là où je suis. Vous voyez, d'abord donc de sa famille, ensuite de sa petite communauté scolaire, universitaire, etc. C'est cela qui élève. Et vous aurez observé que ceux que l'on n'a pas élevés, ceux qui ont occupé les fonctions par rapport auxquelles on ne les a pas élevés, parce que l'élévation c'est un cheminement, c'est comme une sorte de rituel initiatique. C'est ceux-là qui deviennent des dictateurs, parce qu'ils considèrent que le pouvoir vient de Dieu, et donc pas des suffrages, donc pas des regards des autres. C'est ce qu'il faut corriger dans notre pays. L'on ne peut pas admettre que l'on gouverne une communauté alors que jamais dans sa vie on a été un militant, alors que jamais dans sa vie on a tenu la direction d'une association de 2, 3, 5 personnes, 15 personnes, alors que l'on n'est pas appris à gérer le groupe et le monde. Il faudrait que nous ayons conscience de cela. Ce n'est pas dans une faculté qu'on apprend à gouverner les hommes, c'est dans la communauté elle-même qu'on apprend à gouverner les hommes. Et on ne n'est pas responsable, on le devient. Et donc, voilà, le parcours qui est le mien m'a permis de franchir ces différentes étapes-là et de découvrir au fur et à mesure que le service de la communauté est voilà, la lampe qui guide mon parcours, qui éclaire, je veux dire, mon parcours. D'abord tout. Ce militantisme, ce service de l'autre. J'appelle le militantisme le service de l'autre. Le premier militant que moi je connais, le plus grand, c'est Jésus, c'est le Christ. Le fait de dire que voilà, tel il est handicapé, il faut qu'il soit levé, et il faut qu'il soit guéri, tel la bonne samaritaine, il faut, etc. C'est un militant. C'est le service de l'autre. L'élévation, aussi bien spirituelle que sociale, c'est le service de l'autre. Alors, quel regard porter? C'est un regard, on peut dire, de fierté, et ça c'est être égoïste. Mais quand on observe ce qui se passe dans nos universités, on a quelques regrets quand même. On a quelques regrets. Aujourd'hui, sur nos campus universitaires, il y a beaucoup plus d'associations de développement des villages, des ethnies, que de véritables ambitions pour assurer la protection des intérêts
au travers des étudiants de la jeunesse. Les étudiants sont le cercle, voilà, sur lequel, la force sur laquelle toute la communauté pose son espoir. Et, et malheureusement, j'ai eu l'occasion de le souligner à certains responsables étudiants. Quand nous étions sur le campus, un président du BEF n'a pas de directeur de cabinet. Oui, les responsables des bureaux les bureaux fédéraux maintenant, on est directeur de cabinet. Je veux dire, il y a une brigade universitaire. On a installé la République à l'université. Ce sont des dérives. Et il faut qu'avec sagesse, on puisse corriger. Le parcours universitaire, c'est un parcours en vue de l'apprentissage à la vie, le don de soi à la communauté. Le don de soi à la communauté. Chacun doit comprendre que son âge le destine à accomplir des actes précis, à apprendre beaucoup. L'être humain qui cesse d'apprendre à sa place au cimetière. Et donc, ce regard-là, dans le rétroviseur, c'est avec quelques regrets. L'espace universitaire est devenu un espace politique. Et cet espace politique, c'est nécessaire que les jeunes fassent la politique, sans doute, c'est nécessaire. Mais de la manière où ça se fait, où chaque chapelle politique a son groupe d'étudiants, où chaque groupe d'étudiants ne tient son charisme que des chapelles politiques, c'est au détriment des jeunes. Et qui sont davantage jeunes, qui sont plus jeunes. Quand nous étions à l'université, être vraiment jeune, c'est avoir 19 ans, 20 ans en première année. Aujourd'hui, avoir 20 ans, 21 ans en première année, c'est déjà relevé des sages de la faculté. Et donc, ils sont davantage jeunes. Ils ont beaucoup plus besoin d'un accompagnement, d'un suivi, d'un leadership qui ne donne pas à penser que c'est déjà la République. Oui. Donc voilà le regard. Et puis nous y étions animés par une conviction qui nous éloigne du gain facile, du gain simplement. Je ne vais pas vous dire ce que nous avons vécu en tant que président du BEF, toutes les sollicitations, je veux dire financières, auxquelles on nous a exposés. Mais ce n'était pas possible de le faire. Ensuite, le responsable de jeunes, d'une manière générale, étudiant d'une manière particulière, doit savoir qu'il doit constituer un modèle de réussite universitaire. On ne doit pas reprendre les classes, on ne doit pas reprendre les amphis. Et quand il finit, on doit dire « Ah, celui-là, vraiment ». Et cela, quand même, quelque peu, a été réussi, puisque la plupart des présidents du BEF occupent quand même dans la société des places honorables. Donc ça, il faut que ceux qui sont là le sachent. Il faut qu'ils sachent que, oui, il y a la responsabilité, mais il y a le travail. Il y a le modèle à constituer. Il faut avoir l'humilité de ne pas comparer. Si on devrait comparer et rester au premier degré de l'analyse, du regard, de l'observation, on va dire qu'il n'y a plus d'amphis qu'avant. On va dire que les amphis sont mieux aérés. Par exemple, nous-mêmes, nous contribuons de temps en temps pour qu'il y ait de la sonorisation. On va dire qu'il y a beaucoup plus d'enseignants qualifiés. Mais on va dire aussi qu'il y a plus d'étudiants qu'avant. On va dire que la vie est plus chère aujourd'hui qu'avant. On va dire que les conditions, les attentes sont plus nombreuses. On va dire que l'espérance dans la spécialisation est plus forte maintenant. Et que le monde croît. La démographie devient quasiment inflationnelle. Que les perspectives pour les jeunes sont plus difficiles. Puisque sur un poste, ils doivent affronter à la fois l'américain, le sénégalais, le français, le belge, le néerlandais, le chinois. Et qu'il a besoin de plus de capacités intellectuelles, de plus de renforcement, de plus d'outils pédagogiques, de plus d'encadrement par les enseignants que nous en avons besoin. Et donc ça, je me préserve de faire des analyses qui donnent à comparer. Ce que je constate, c'est qu'il y a un intérêt très fort à l'enseignement, à l'éducation. Moi, je suis enthousiasmé par les jeunes qui préfèrent, dans ces conditions-là,
pourtant aller à l'université. Nous sommes le pays dans notre région dans lequel l'on cherche beaucoup plus à aller à l'université, dans ces conditions-là. Hein, et qui préfèrent ne pas prendre les briques sur lesquelles ces jeunes-là s'asseyent et jeter aux édifices publics, aux autorités publiques, mais s'asseoir sur ces briques-là et recevoir des leçons. L'État doit accompagner cela, et c'est notre bataille. L'État doit accompagner, l'État doit offrir des perspectives nouvelles, doit préparer les débouchés, doit faire en sorte que chaque jeune béninois puisse être compétitif par rapport aux jeunes chinois, par rapport aux jeunes américains, par rapport aux jeunes belges. Et si on ne réussit pas cela, on n'aura rien réussi. Nous n'avons pas beaucoup de terre, mais nous avons beaucoup d'êtres. 112 600 km². Mais déjà, nous sommes autour de 12 millions. Dans 25 ans, nous serons sur cette portion de terre. Voyez. Et donc, il faut profiler le jeune béninois. Il faut savoir, il faut identifier ce qu'il peut devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut agir maintenant à travers le système éducatif. Donc, il y a sans doute beaucoup de problèmes et les solutions sont possibles. C'est ce à quoi nous nous engageons. Je suis encore bien placé pour souligner ce qui ne va pas. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu mieux aller. Alors, et ça, c'est regarder le verre à moitié vide. Regardez le verre à moitié vide. Notre démocratie qui a été déviée de sa finalité. La finalité d'un système démocratique, c'est de servir les êtres humains, c'est de servir la population, c'est de faire en sorte que l'on s'épanouisse. Voyez, nous avons une démocratie qui permet à certains d'avoir des rentes, de confisquer le circuit économique, d'éjecter du pays celles et ceux qui pourraient contribuer à son développement, de se constituer sa propre communauté et de les maintenir sous sa domination, d'appauvrir davantage pour dominer. On peut aligner, on peut poser le diagnostic, mais il sera assez à notre désavantage. Mais il faut quand même considérer que nous passons une période plutôt d'adolescence démocratique. L'adolescent, il a envie de tout, il fait tout, il range mal, il veut grandir vite, et il veut casser les verres. Je crois que c'est un peu ça que nous sommes en train de faire. Mais quand on dit qu'on traverse une période d'adolescence démocratique, c'est pour très rapidement dire que l'âge de la maturité n'est pas loin. Et si l'âge de la maturité n'est pas loin, ce sera heureux pour notre pays. Et quand le Bénin se redressera au plan démocratique, il y aura très peu de pays africains qui l'égaleront. Ne soyez pas aussi pessimistes, ne soyons pas aussi pessimistes. On peut nous comparer à certains pays, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre. Dire que dans ces pays, ça va très bien, parce qu'il y a un gouvernement très fort. Il y a des gouvernements très forts qui peuvent seuls décider, d'accord, de belles routes, d'accord, une administration au garde à vous, d'accord. On ne fait rentrer dans ces pays que ce que le gouvernement dit. Et nul ne sort si le gouvernement ne décide pas que ces personnes vont sortir. D'accord. Mais dans ces pays, la crise est reportée. La crise n'est que reportée. Il n'y a pas d'être humain, de communauté humaine qui se refusera le recours à la liberté. Et donc la liberté viendra. Et quand la liberté viendra dans ces pays-là, tout ce qui est construit risque d'être détruit. Mais le Bénin, c'est l'inverse. Nous avons acquis très tôt la liberté. Nous en utilisons, nous en usons, nous en abusons. Mais il y aura une période où nous aurons conscience que c'est avec la liberté que nous allons assurer notre développement. Et quand nous serions stabilisés, eh bien, nous n'aurions pas de crainte par rapport au développement de ce pays. Et donc, je suis sans doute pessimiste quand on pose le premier regard sur ce que nous avons fait, mais beaucoup plus optimiste, parce que je considère que lorsque l'on met une pierre dans l'eau, arriver jusqu'au bout, elle ne peut que remonter. Et que le moment vient que nous allons remonter, avec tout ce que nous avons souffert, avec toutes les peines que nous avons,
la pauvreté la plus inadmissible à laquelle on nous soumet, nous ne pouvons que remonter. Mais nous n'allons pas remonter avec un système de dictature. Nous n'allons pas remonter avec un système de coup d'État. Nous allons remonter avec le système démocratique, avec les hommes et les femmes qui savent que, eh bien, ce n'est qu'avec la liberté qu'on développe. On ne tient pas l'être humain par la corde, on le tient par ce qu'il veut, et dans la mesure où l'être humain le veut. Et donc, avec les outils, les ressources démocratiques, nous pouvons développer notre pays. Et je crois que ce ne sera pas pour longtemps. Nous allons essayer ensemble de relever ce défi-là. Acheter un aéronef au lieu de construire des amphis, c'est une décision politique. Devant une décision, cette décision n'est pas prise par les hommes et les femmes qui sont dans les associations et qui marchent. La décision qui préfère construire je veux dire un terrain de football au lieu d'un hôpital, c'est une décision politique. La décision qui préfère choisir une route construite par les ressortissants d'un pays plutôt que d'un autre, c'est une décision politique. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de considérer que certains ont des gènes de la société civile et d'autres ont des gènes politiques. Et de considérer que l'espace politique est si sombre que nul ne peut y entrer sans devenir sombre. Et donc moi, je considère qu'avec les amis, ce qui nous arrive à ça cause en politique. Et ce n'est pas la politique qu'il faut soigner. Ce n'est pas la politique qu'il faut remonter. Ce n'est pas la décision qu'il faut remonter. Vous m'interrogez, mais s'il y a un homme politique qui a la légitimité, la légalité, qui vous interdit de diffuser ce que vous recevez, et il le fera. C'est parce que c'est sa décision et c'est une décision politique. Pour éviter que cela se passe, ce n'est pas la politique qu'il faut passer. Ce n'est pas des hommes et des femmes qu'il faut choisir. Ce n'est pas l'élection. Pour éviter qu'il y ait des coups d'État, il faut choisir des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes qui sont déterminés à faire les choses, à régner, à gouverner avec justice, à gouverner par la justice, à gouverner par l'exemple. Et donc voilà, moi je ne considère pas que le crédit dont on dit que j'ai et qui ne peut être exprimé dans les associations n'est pas quelque chose que l'on met dans le frigo et que l'on préserve. Le crédit n'a pas de sens si il ne peut pas être confronté avec les déterminismes de la vie sociale. Et donc moi je suis dans cet espace politique-là pour contribuer aux solutions. Pour faire en sorte que, évidemment, on puisse gérer le pays autrement. Pour faire en sorte que vous qui m'interrogez d'ici 2 ans, que vous ne décidiez de vivre à l'étranger. Si on fait en sorte que vous préférez vivre au Bénin au lieu de vivre à l'étranger, c'est le Bénin qui gagne. Or, aujourd'hui, beaucoup de jeunes vivent à l'étranger, choisissent d'aller à l'étranger. J'en ai rencontré qui disent qu'ils veulent renoncer à la nationalité béninoise. J'ai rencontré des Béninois ailleurs qui sont très heureux d'avoir la nationalité française. Et ça, c'est pas normal. Mais on ne peut pas leur reprocher cela parce que, évidemment, le contexte politique prête à s'enfuir. Et même nous-mêmes qui sommes restés, à quel prix sommes-nous restés? À quel prix sommes-nous restés pour aller dans nos facultés enseigner tous les jours, tous les ans? À quel prix? Au prix du mépris, au prix de l'indifférence, au prix des menaces. Quelle brigade économique et financière n'a jamais été saisie pour faire des enquêtes sur nous? Voilà. Qu'est-ce que l'on n'a pas pensé pour nous mettre en prison, voyez-vous? Et donc, mais pourtant il faut rester en politique, parce que c'est pas là qu'il faut soigner, il faut corriger. Et nous avons intérêt à corriger, à soigner. Il faut gouverner par les hommes, la gouvernance par les hommes. C'est mieux d'agir comme l'on pense. C'est mieux de prescrire les lois que soi-même on s'applique. C'est mieux par exemple à la corruption de ne pas être corrompu pour demander aux autres de ne pas l'être. Si soi-même on est corrompu, les autres le seront. Si soi-même on met son enfant à l'école Montaigne, comment pouvez-vous demander aux autres de mettre leur enfant dans les écoles béninoises? Comment pouvez-vous leur dire que l'école béninoise est la meilleure alors que vos propres enfants sont à l'école Montaigne? C'est ça la gouvernance par l'exemple.
c'est se soigner dans nos hôpitaux. Et si vous admettez que le chef de l'État doit se soigner dans les hôpitaux béninois, c'est que quand même il tient à sa vie, c'est qu'il va mettre ce qu'il faut. Il va contribuer à élever la qualité de la prestation dans nos hôpitaux. Voyez. Donc ça, c'est gouverner par l'exemple. Gouverner par l'exemple, c'est dire, c'est faire ce que l'on dit et dire ce que l'on va faire. C'est se servir de modèle aux autres. Vous ne pouvez pas prescrire la ponctualité alors que vous-même, vous n'êtes pas ponctuel. Voilà. Sur ces questions-là, nous allons revenir là-dessus. Mais tant qu'en Afrique, on ne va pas gouverner par l'exemple, toutes les formes, toutes les propositions que l'on fait, tous les projets de société, tous les programmes onusiens, pnudiens, unescosiens, tout ça, tous ces programmes ne seront que des incantations. Que des incantations. Que la manifestation d'une hypocrisie ambiante. Dites ce que vous pouvez faire, mais faites ce que vous dites. C'est si simple. Mais de notre point de vue, il n'y a que ça pour faire bouger l'Afrique. Il n'y a que ça pour faire bouger le Bénin. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, ne le dites pas. Si vous ne pouvez pas être à une réunion à 8 heures, ne dites pas que vous serez à la réunion à 8 heures pour venir à 18 heures. Donc voilà, il faut tenir, servir d'exemple. Si vous ne pouvez pas recevoir un ministre aussi rapidement qu'il est convoqué, ne le faites pas attendre pendant 3 heures, 4 heures. Alors, parce que le ministre lui aussi a donné des rendez-vous dans son ministère. Parce que le directeur de cabinet lui aussi a donné des rendez-vous. Et c'est le peuple qu'il sert, ces personnes-là. Donc quand vous le mettez en audience, en attente d'une audience éventuelle, pendant 5 heures de temps, comment le peuple est servi? Et pourquoi vous allez refuser aux citoyens de ne pas être d'accord, hein, de ne pas refuser, hein, de ne pas protester? Vous voyez? Donc nous avons tellement de chantiers, mais le plus important, c'est de servir d'exemple, de servir de modèle. Si nous ne réussissons pas à faire cela, nous serons là en train de tourner, en train de tourner en rond. Or, il faut éviter, il faut que nous avancions. Il faut servir d'exemple. Sur le sujet de la corruption, ce n'est pas une loi qui combat la corruption, ce ne sont pas les institutions, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Avez-vous vu une autorité publique, je veux dire chef d'État, ministre, etc., réunir les prestataires de services et leur dire publiquement de ne rien amener à la maison, de ne rien offrir, de n'offrir aucun présent, qu'eux, ils n'envoient personne pour négocier, pour prélever, pour prendre 10%, 13%. Les avez-vous entendus? Or, faire cela, c'est servir d'exemple. Si le ministre ne le fait pas, comment le directeur du cabinet saura que le ministre ne s'est pas tu dans un silence qui devient instruction? Comment il saura? Comment le planton le saura? Et donc, quand le ministre prend, le directeur du cabinet va prendre, le planton aussi va prendre, et tout le monde prend. Pourtant, il y a la loi portant lutte contre la corruption. Pourtant, il y a les institutions. Il y a cette loi, il y a les institutions, mais la pré-campagne électorale remplie de corruption. Vous n'avez pas entendu parler des riz de sacs, des sacs de riz. Vous n'avez pas entendu des sacs de maïs, de l'argent qu'on distribue, des écoles de notre pays, de cette 16e circonscription, des collèges dans lesquels l'on rentre et on suspend les cours pour parler aux jeunes de la terminale. Aucune institution ne prononce la moindre protestation pour ça. Et pourtant, on dit qu'on veut lutter contre la corruption. Voilà, il faut agir par l'exemple. Agir par l'exemple. Me semble-t-il peut-être que c'est parce que je suis un enseignant. C'est la meilleure pédagogie. C'est la meilleure pédagogie. Agir par l'exemple. Si vous êtes un enseignant, vous voulez que l'étudiant vienne à l'heure, mais il faut que vous-même vous soyez à l'heure. Donc il n'y a pas autre chose pour faire respecter les lois que l'on édite ou que l'on fait éditer. Le programme que l'on propose, il faut que soi-même, on serve des gens. Je considère que ce n'est pas seulement le message qui est compris, ce n'est pas seulement le message qui soit compris, c'est surtout les défis qui sont bien appréhendés au-delà du message. Parce que nous n'avons pas d'autres mots pour alerter l'attention, appeler l'attention que ce que vivent chacun de nos compatriotes. Donc ils savent les défis. Ils savent que l'être humain qui recule disparaît progressivement.
que si le Bénin recule autant, c'est que nécessairement il va disparaître. Et que le défi, c'est que le Bénin ne recule plus, que le Bénin avance. Et donc, à partir du moment où certains parmi nous se mettent à la disposition de notre pays, mais dans cet esprit, dans l'esprit de ce que je vous ai expliqué, je vous ai exposé comme étant la philosophie qui nous met en mouvement, la gouvernance par l'exemple, je pense que les populations ne peuvent qu'être heureuses. Et le terrain ne nous porte pas un démenti. Voyez-vous, le terrain ne nous porte pas un démenti. Déjà, par exemple, aux réunions que nous dirigeons, c'est la ponctualité. Le problème n'est pas d'avoir toute la presse avec soi. Le problème, c'est de faire respecter. Les peuples africains gagneraient, je ne sais pas combien de points de croissance, si seulement nous décidons à faire respecter, ne serait-ce que la ponctualité. Ne serait-ce que la ponctualité. Donc voilà, sur ces questions-là, ce sont des enjeux majeurs sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous ferons décider un certain nombre de choses. Ce n'est pas une motivation, c'est une interpellation. Quand vous avez un parti qui est au pouvoir, qui dit qu'il va réviser la Constitution, qui veut avoir plus de 50 députés, qui veut régner plus du siècle, mais vous ne restez pas dans votre chambre et dites après, quand ils auront rayé, après le siècle, vous allez venir. Si le Bénin va traverser cette période-là électorale intense dans la paix, c'est le Parlement. C'est le Parlement. En un mois, on peut faire décider au Parlement 1001 choses qui complexifient la situation, qui repoussent davantage les investisseurs, qui transforment notre situation en une situation de crise exacerbée. Demandez à notre chef d'État combien de fois il est allé voir Idriss Déby en un an. Plus de la dizaine de fois. Et pour demander quoi? Voyez-vous. Demandez-le combien de fois il est allé en Afrique centrale. Ainsi de suite. Et donc, moi, je trouve que l'enjeu majeur, c'est à l'Assemblée nationale. Et Cotonou doit être en cohérence. Cotonou, c'est la ville qui ouvre sur le Bénin. Cotonou ne peut pas choisir ceux qui disent qu'ils ne veulent pas, qu'ils veulent réviser la Constitution, qu'ils veulent régner plus du siècle et demander aux autres circonscriptions de faire le contraire. Ce n'est pas possible. Et donc c'est pour cela que nous sommes dans ce combat-là pour faire le débat. Nous sommes dans ce combat-là pour interpeller chaque citoyen de Cotonou. Interpeller chaque citoyen de Cotonou. Alors, et pour contribuer à faire en sorte que le Parlement ne devienne pas l'instrument de dérision de notre pays, l'instrument d'indignité de notre pays. Donc voilà ce qui nous engage, ce qui nous a engagés à être sur la liste de l'Union fait la nation et avec Candide Zanaï, Orden Aladati et bien d'autres. Le risque est quand même grand dans Cotonou. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes pris en tenaille par de grandes forces politiques? Je ne regarde pas les autres, je regarde les faits. Si Cotonou a fait cette manifestation le 11 décembre, si Cotonou a vécu l'enlèvement de Danivo, si Cotonou a vécu ICC Service, si Cotonou est dans les trous, si Cotonou est sous les eaux, si Cotonou a entendu ce que l'on a dit au palais de Kourounou, si Cotonou entend ce qu'on dit au palais de la République, si Cotonou entend ce qu'on dit dans les champs de Banikwara, et que Cotonou décide que, entre Djaby Yahi et moi-même, il préfère Djaby Yahi, moi, qu'est-ce que j'aurais à faire? Non, je n'aurai rien à faire, je vais tirer les conclusions. Je vais tirer les conclusions. Donc j'appelle chacun de nous à être son propre sauveur. Chacun doit être son propre sauveur. Chacun. Nous ne demandons pas d'aller manifester dans les rues pour le moment. On ne demande pas ça. Pourtant, on a fait près de 50 000 personnes dans la rue. 29 octobre, avant les Burkinabés. Le 11 décembre, on l'a fait. Et puis, on nous demande d'aller manifester dans les urnes. Et vous me demandez de craindre celui qui a eu 2 sièges et qu'il aura encore 2 sièges maintenant, dans ces conditions-là, par le suffrage
des Cotonoises et des Cotonois de la 16e circonscription, il faudrait que nous puissions attendre le 16 avril pour en faire la meilleure lecture. Mais pour le moment, chacun doit faire un vote utile et un vote très franc. Il ne faut pas laisser à une institution juridictionnelle le choix de désigner. Il faut faire un vote très franc. Nous ne serions pas en cohérence avec nous-mêmes si nous portons nos suffrages au profit d'une force politique constituée pour accompagner un gouvernement à la fin de son mandat. Si nous portons nos suffrages sur cette force politique FCDE, c'est que nous la légitimons pour réviser la Constitution. Et nous la légitimons pour que le gouvernement reste au-delà de 2016. Et chacun doit assumer. Et chacun doit en être responsable. Donc moi, je suis sur cette liste pour tenir ce langage à chacun de nous. Il n'y a pas dans la société certains qui sont des héros qui doivent... Non. C'est le citoyen qui est son propre héros. C'est le citoyen qui construit sa vie. C'est le citoyen qui construit sa ville. C'est le citoyen qui est son devenir. Nous avons le choix et l'occasion. Nous avons l'occasion de faire le choix. Si Cotonou porte ses suffrages, parce qu'on aura reçu des sacs de riz sur la liste FCDE, il ne faut pas s'étonner et critiquer après les autres circonscriptions qui auraient voté massivement pour FCDE. Il faut être logique et il faut s'attendre à ce que la Constitution soit révisée. Il vaut même préférer ne plus organiser des élections pour que celui qui est là puisse rester. Ce serait la signification profonde d'un seul suffrage porté sur FCBE. Alors, donc, c'est le débat qu'il faut faire. Quels seront vos thèmes de campagne sur le terrain? Vous le constaterez. De toutes les manières, vous savez bien que ce n'est pas nous qui avons posé le sujet de campagne. Hein? Les élections législatives sont devenues un référendum pour la révision de la Constitution. Êtes-vous pour ou contre? À vous de choisir. À chacun de choisir. Et si chacun choisit et que nous allons tous tomber dans l'abîme, nous allons partager l'abîme. Mais si chacun choisit et que nous allons tous sortir de l'ornière, recouvrer notre dignité, mais nous allons tous en profiter. Donc chacun doit choisir pour ou contre la révision de la Constitution, pour ou contre ceux qui sont venus installer ICC Service, pour ou contre ceux qui ont fait l'Assemblée nationale, pour ou contre ceux qui ont fait cette SAD, pour ou contre ceux qui savent ce qui s'est passé dans l'affaire d'Anivor. Alors, si on ne prend pas position maintenant, dans le secret des urnes, si on ne transforme pas cela en une manifestation très forte, en une colère très forte, en une sanction très forte, alors nous allons nous poser la question de savoir si nous sommes vraiment dans un pays, si nous sommes vraiment des citoyens d'un pays, et si nous savons ce que nous voulons. Donc ça, ce débat-là, on va le faire à l'occasion de cette campagne. Est-ce que vous pensez qu'avec l'Union pour la Nation, vous pourrez parvenir au résultat que vous escomptez? Pourquoi c'est sous cette alliance que vous choisissez? Il faut toujours un regroupement. Il faut toujours un regroupement. L'essentiel, c'est de ne pas faire éclater les voix. Mais ce sont des situations qui ne permettent pas, non, sur lesquelles il n'est pas utile de se prononcer maintenant. Mais nous l'avons choisi en toute connaissance de cause. Nous l'avons choisi en toute connaissance de cause. Et nous sommes assez fiers. Nous sommes très fiers d'être sur cette liste-là. Ce que je demande à chaque Béninois, c'est de choisir, simplement. C'est de choisir, de faire le choix le meilleur. Le moment n'est pas de dire, mais pourquoi tel est avec tel? Mais vous aurez pu le dire sur les autres listes. Vous aurez pu le dire. Père et fils, mère et fils. Ainsi de suite. Beau-frère et fils. Bon, si c'est cela, bon, chacun va regrouper sa famille et constituer sa liste. Non, nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas fait ça. Nous disons que c'est une contribution citoyenne. C'est une alternative que nous proposons. Voyez-vous. Donc il faut, dans tous les cas, faire en sorte que les forces pour un Bénin émergent ne puissent encore dicter leurs lois dans Cotonou. Si cela se faisait, c'est que nous ne serions pas cohérents avec nous-mêmes. Ceux qui sont venus par bus
le 11 décembre, auront raison de nous. Et on aurait eu raison de les faire venir par bus. Je sais que Cotonou dira aux autres circonscriptions qu'elle assume sa qualité d'être la porte océane du Bénin. Je vais demander si vous êtes élu au soir du 26 avril prochain, député à l'Assemblée nationale, quel type de parlementaire serez-vous? Qu'est-ce que vous changerez à l'Assemblée nationale? Non, d'abord, contribuer à l'élaboration des lois de qualité. Vous allez me dire, c'est mon job. Mais encore faut-il que je sois au Parlement. Ensuite, résister. Résister, vraiment, résister contre toute tentative de révision contre la Constitution. Contribuer à la composition d'un bureau de qualité. Contribuer à la constitution de groupes parlementaires de qualité. Contribuer à commencer par faire recouvrer au pays sa dignité. C'est ce que nous ferons. Et cela nous paraît nécessaire. C'est au Parlement qu'il faut faire ça. C'est au Parlement qu'il faut faire ça. Et nous allons le faire. On est en train d'aller petitement vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot de conclusion à l'endroit certainement de vos militants? Non, je vous remercie. Je veux dire que le choix est clair. Ce que nous allons observer au soir du 26 avril, ce n'est pas seulement les suffrages que les uns et les autres vont porter sur la liste Union fait la Nation sur laquelle je suis. Ce sont les suffrages que vous n'allez pas porter sur les listes FCBE. Les suffrages que chacun ne portera pas. Il faut aller dans les urnes et voter utile. Il ne faut pas regarder son prochain. Il ne faut pas regarder son voisin. Il ne faut pas confier à son voisin le soin de distribuer. Nous ne sommes pas dans une situation d'équité assurée. Si le vote n'est pas franc, si les suffrages ne sont pas très majoritairement portés sur la liste Union fait la Nation, c'est la Cour constitutionnelle qui va désigner le député. Il faut que le peuple le dise de manière très forte, très franche. J'appelle chacun à sa responsabilité. Chacun à sa responsabilité. Faire en sorte que nous ayons des raisons de vivre davantage dans ce pays. Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas de nationalité, pour ceux qui n'ont pas d'appartement ailleurs, pour ceux qui n'ont pas de biens ailleurs, pour ceux qui préfèrent vivre au Bénin, contribuer à ce que d'autres Béninois soient à leur niveau, pour les enfants de chacun de vous, pour les jeunes que vous êtes. Si vous vous trompez, eh bien, ceux qui ont la possibilité de se réfugier dans les ambassades, ceux qui ont la double nationalité, ceux qui ont des biens ailleurs, eh bien, ils feront du pays ce qu'ils ont déjà fait. Ils continueront à faire du pays ce qu'ils ont déjà fait. Et ça, nous avons la possibilité d'arrêter cela. Voilà ce que j'ai à dire. On sait que la campagne électorale est souvent très généreuse au Bénin. Est-ce qu'au niveau du Parti Atlantique Citoyen et de l'Union Nation, vous avez vraiment les moyens? Je ferai la campagne qui interpelle chaque citoyen. Aller dans chaque maison, dans chaque foyer. Et ça ne me coûte que mon déplacement. Et je le ferai. Après chacun. Si chacun attend des sacs de riz, il y a là où il faut voter les sacs de riz. Non, non, c'est tout à fait simple. Les sacs de riz, certains l'ont pris en 2011. Les sacs de riz, certains l'ont pris en 2006. Et le pays est là où il est. Où les enfants n'ont pas accès au diplôme, les enfants n'ont pas accès aux fonctions auxquelles ils ont droit. Et s'il y a une place financière internationale où il faut lever les fonds, chacun sait là où, comment on peut faire. Et quand on finit de lever les fonds et que chacun prend son sac de riz et de l'argent à construire sa maison, bien celui qui a remis les fonds, c'est à lui qu'on va confier le port de Cotonou. C'est à lui qu'on va confier la douane. C'est à lui qu'on va confier tant et tant. Et puis c'est aux enfants du Bénin que l'on va refuser l'accès aux fonctions du Bénin. Donc nous aurons l'occasion de développer ces questions-là. Mais c'est peut-être l'une des rares élections dans laquelle les forces qui seront élues n'auront pas dépensé beaucoup d'argent. Et nous n'allons pas dépenser beaucoup d'argent. L'essentiel, c'est de nous faire comprendre, de faire aimer ce pays encore au plus grand nombre, de faire décider par le plus grand nombre ce qui est utile de décider.